Et chers amis, chefs et chefs d'entreprise, élus, Tegunon Deneri, merci d'être présent à votre chambre de commerce, qui est là évidemment pour vous soutenir. Merci monsieur le sous-préfet, accompagné du directeur de BPI, et je pense que madame la directrice va arriver pour venir nous détailler plus en profondeur ce plan de relance, France Relance du gouvernement. Nous devons aujourd'hui une assistance de chef d'entreprise que nous avons été obligés de réduire compte tenu des dispositions sanitaires que vous connaissez. Suite aux résultats d'une enquête récente menée auprès des chefs d'entreprise du Pays Basque après le déconfinement, plus de 56% des entrepreneurs qui ont répondu évaluent un niveau d'activité en baisse par rapport à l'an dernier. Côté emploi, dans les 6 mois prochains, les 3/4 envisagent un maintien de leur effectif, 17% prévoient de les diminuer. Près de la moitié se projette vers un recours à l'activité partielle ou au télétravail. Plus d'un tiers des entreprises envisagent une diversification de leur activité. Les élus de la Chambre de commerce ont donc souhaité maintenir active la cellule de crise ouverte dès le début du confinement, avec des conseillers à disposition des chefs d'entreprise en présentiel bien ambitieux. Outre les possibilités d'augmenter vos chiffres d'affaires et vos ventes par le digital et les outils à votre disposition, parfois sans que vous le sachiez, il existe de nombreuses possibilités de vous accompagner, quelles que soient les dispositions, sur des axes commerciaux, administratifs, organisationnels. Nos conseillers sont issus de l'entreprise et leurs prestations sont orientées business et terrain. Avec le flash 360 degrés que nous avons voulu gratuit pour l'ensemble des chefs d'entreprise du Pays Basque, vous pourrez établir un état des lieux de votre situation et des possibilités qui s'offrent à vous. Les aides de l'État ou de la région sont bien sûr indispensables à connaître, mais nous pouvons aller plus loin avec vous en vous accompagnant très prosaïquement sur des sujets concrets. Par exemple, vous accompagner avec le PAC Rebond sur le pilotage financier, identifier les nouveaux enjeux stratégiques de votre activité, redéployer votre action commerciale, manager et sécuriser vos RH, digitaliser vos pratiques, utiliser le marché local et transfrontalier avec l'Espagne, intégrer la RSE pour vous aider à optimiser vos process. Bien sûr, et pour rappel, nous avons aussi souhaité mettre à votre disposition un ensemble de webinaires gratuits. À ces prestations peuvent s'ajouter toujours à votre main et en fonction de vos besoins, un volet de transformation stratégique plus soutenu ou encore des réponses sur mesure aux demandes particulières. Mais nous sommes là ce soir pour approfondir les modalités du plan France Relance. Le plan de relance du gouvernement, je pense que vous avez pu observer quelles étaient les modalités, est très ambitieux. Je suis souvent critique, mais là, il faut féliciter le gouvernement pour les mesures d'ampleur prises. Maintenant, évidemment, la réussite de ce plan va dépendre de son exécution sur les territoires. Il faut que les PME, les TPE, évidemment, puissent aussi parfaitement en bénéficier. En faisant le choix de la compétitivité, de l'innovation, de l'écologie, du numérique et de l'attractivité de la France, le plan de relance peut permettre à toutes nos entreprises industrielles de croire en l'avenir. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie, fort de son maillage dans tous les territoires,
lance aujourd'hui une campagne massive afin de faire connaître les mesures de relance de l'industrie mises en place par l'État et d'orienter les chefs d'entreprise vers un accompagnement adapté et pertinent. Les chambres de commerce s'engagent ainsi à informer, à accompagner les petites et moyennes entreprises industrielles à réussir la relance de leur activité. Face à la crise sanitaire qui a généré une crise économique, ce ne doit pas être la crise du désespoir, mais la volonté affirmée de rebondir. Et donc, tous ensemble, le gouvernement, le sous-préfet, les pays, la directe, chefs d'entreprise, parce que nous devons aussi, nous, entre nous, être solidaires lorsqu'on peut, eh bien, tous ensemble, nous serons plus forts. Merci, je vais laisser la parole à monsieur le sous-préfet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci au Président de la Chambre de Commerce et Industrie Pays Basque de nous accueillir dans ce bel auditorium pour cette réunion d'information sur le plan de relance nous permettant effectivement de respecter les conditions sanitaires. Merci aussi à Nicolas Roche, donc, le directeur de la BPI, qui me fait le plaisir de m'accompagner pour cette réunion d'information, présent à mes côtés et qui répondra ensuite aux éventuelles questions que vous auriez sur le plan de relance. Nous vivons une crise sanitaire inédite depuis plusieurs mois, qui a entraîné effectivement un affaissement brutal de notre économie, puisqu'en 2020, nous devrions connaître une baisse de notre PIB de plus de 10%. Après, nous espérons un rebond de 8% en 2021. Donc, dès très rapidement, et pour mémoire, on évoquait le plan de relance, le gouvernement, pour le mois de mars et d'avril, a mis en place des mesures de soutien massif pour éviter des licenciements en grand nombre et des faillites d'entreprises en aussi grand nombre. 4 mesures principales ont été mises en œuvre pour assurer aux entreprises, et aux PME, aux TPE, aux grandes entreprises, un volant de trésorerie. D'une part, le fonds de solidarité qui a été mis en place. Qui a été mise en place, donc il s'agit d'une allocation forfaitaire de 1 500 € qui vont être complétées par des aides régionales jusqu'à 10 000 €, permettant effectivement d'accorder une aide à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million, voire 2 millions dans certains secteurs plus durement touchés. Les chiffres que vous pouvez lire à l'écran sont des chiffres pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc 21 000 entreprises ont été bénéficiaires des fonds de solidarité, 21 000 entrepreneurs, représentant 59 millions d'euros. Par ailleurs, toujours dans ce souci d'assurer un volant de trésorerie, le gouvernement a mis en place un prêt garanti par l'État, donc un prêt octroyé par le réseau bancaire traditionnel, avec une garantie d'État de 80 à 90%. 7 000 entreprises ont bénéficié de ce PGE pour 940 millions d'euros, près d'1 milliard d'euros dans le département. Par ailleurs, il y a eu un dispositif de report, puis d'exonération de charges sociales sur 3 ou 4 mois, en fonction de la durée de fermeture administrative, et en fonction également du secteur d'activité, qui représentait là aussi une bouffée d'air en termes de trésorerie, puisqu'il a évité des décaissements dans les mois les plus difficiles. Et enfin, un dispositif d'activité partielle, donc de chômage partiel, mis en place pour éviter les licenciements massifs, afin d'aider les entreprises connaissant une chute brutale de leur volume d'activité. C'est 12 000 établissements et 122 000 salariés qui ont bénéficié en totalité ou en partie de ce chômage partiel. 122 000 salariés, pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons dans le département un peu moins de 200 000 salariés du secteur privé. Si on note de ces 200 000 salariés
à peu près 10 à 20 000 salariés du secteur parapublic ou associatif, proche des collectivités publiques. Nous sommes à 180 000 salariés. Donc 122 000 salariés sur 180 000 salariés du secteur marchand ont bénéficié du dispositif de reconversion partielle. Donc on voit bien l'ampleur du soutien apporté par l'État à l'économie de notre pays, à l'économie de ce territoire. Ce qui a permis jusqu'à présent des licenciements en massif. Parallèlement, et toujours pour mémoire, le gouvernement, pour les secteurs les plus fragilisés, a mis en place des plans de soutien qui se prolongent dans le cadre du plan de relance. Des secteurs qui nous concernent particulièrement sur ce territoire, que ce soit l'aéronautique, que ce soit les entreprises technologiques, bien sûr le commerce artisanal indépendant, le BTP ou le tourisme. Sur l'aéronautique, 2 fonds ont été mis en place, de 600 millions d'euros et de 300 millions d'euros, destinés à accompagner en fonds propres les entreprises dans leurs projets de transformation et de montée en gamme, et également de décarbonation de l'industrie. Sur les entreprises technologiques, également des aides en trésorerie, le French Tech Bridge, qui permettait d'assurer un volant de trésorerie entre 2 levées de fonds, des aides à l'innovation, le commerce artisanal indépendant, l'exonération de charges et de fonds de solidarité, le BTP également, des remises de charges sociales de mars à mai, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés qui se sont vus accorder une remise de 50% de leurs charges sociales. Et également, en mai, le 14 mai, à l'issue d'un comité interministériel, le plan tourisme qui prévoit à la fois une exonération de charges, des investissements en fonds propres, notamment portés par la BPI, une allocation partielle majorée jusqu'en septembre de 100%, alors que pour les autres secteurs, ça a été réduit au mois de juin à 85% d'indemnités versées aux salariés. Le fonds de solidarité qui fonctionne jusqu'à la fin de l'année, et enfin un PGE de saison, non pas calculé sur 3 mois d'activité, mais sur les 3 meilleurs mois de l'activité, ce qui est un plus pour une industrie par vocation saisonnière. En mi-septembre, le gouvernement a enclenché la 2e étape de notre reconquête économique, à savoir le plan de relance. Alors un peu par taquinerie, je voulais présenter ce plan. Dans un premier temps, effectivement, il y a l'écologie, la compétitivité, la cohésion sociale, tout ça au service de la transition écologique et l'objectif stratégique de ce plan de relance, avec une aide de l'Europe. Voilà. Tout ça donne une impression un peu de fouillis, beaucoup de choses qui se présentent à vous, qui s'offrent à vous. Et donc c'est tout l'enjeu de cette réunion à laquelle je vous ai convié, parce que la première étape, le premier enjeu que nous devons relever ensemble, c'est la bonne compréhension, la bonne connaissance, la bonne appréhension des dispositifs de plan de relance par les bénéficiaires potentiels, que sont les entrepreneurs, les collectivités locales ou les personnes bénéficiaires des formations prévues. Cette information passe par ces réunions de terrain, mais elle passe aussi, et je compte sur eux, par les chambres consulaires, les organismes professionnels, qui vont faire ruisseler l'information à destination des bénéficiaires, des chefs d'entreprise. Je compte aussi sur les prescripteurs comme les experts comptables, les juristes, pour donner la bonne information aux chefs d'entreprise. Chaque chef d'entreprise a son particularité, ses propres spécificités, ses propres problèmes, ses propres projets. Et cette panoplie, cette boîte à outils que constitue le plan de relance, il y a nécessairement un dispositif qui peut nous convenir. Et donc la première étape, c'est de vous donner la bonne information, et c'est un peu l'objet de cette réunion. Il y avait deux stratégies dans la relance économique. Soit on déversait de l'argent pour reconstruire à l'identique, soit on prenait compte des enjeux auxquels est confrontée notre société. Et le gouvernement a fait le choix de ne pas en construire à l'identique. Il a fait le choix d'adapter d'abord notre économie au changement climatique, de s'engager vigoureusement dans l'adaptation de notre économie par la décarbonation de nos processus industriels ou de nos processus d'énergie. Il a voulu que les menaces qui pèsent sur nous, ces risques, soient aussi une chance d'accélérer notre transformation face à ce changement climatique qui est inéluctable. Le deuxième objectif stratégique,
c'est d'assurer notre souveraineté économique et industrielle. À l'occasion de cette crise, nous nous sommes aperçus que nous ne disposons plus, pour certains biens essentiels au fonctionnement de notre société, de notre économie, de la maîtrise de ces produits, que nous dépendions d'importateurs parfois lointains. 2 chiffres. En 20 ans, la France a réussi à diminuer sa production de gaz à effet de serre de 20%. Dans le même temps, elle a augmenté son empreinte carbone de 17%. Cette contradiction apparente est simplement le fait que dans l'empreinte carbone sont intégrées les importations et dont les coûts de transport. Cela signifie que peu à peu, nous avons abandonné des pans entiers de notre industrie, de notre économie, pour importer, parfois de loin, et parfois produits dans des conditions sanitaires et environnementales et sociales dégradées, des biens dont nous devons aujourd'hui reconquérir la maîtrise et donc la relocalisation sur notre territoire. Enfin, le dernier point, peut-être le plus important, c'est que la relance ne serait pas une vraie relance si elle n'était pas vecteur d'inclusion sociale, si elle ne permettait pas aux plus fragiles, notamment les jeunes, les personnes vulnérables, de trouver un travail, de trouver une formation adaptée à leur projet, à leur ambition, de permettre aussi aux salariés qui demain vont être confrontés à des licenciements de se reconvertir, d'accompagner les transitions professionnelles. C'est aussi tout l'objet de ce plan. C'est pourquoi le gouvernement, à la différence d'autres gouvernements européens, a fait le choix de l'investissement. D'autres pays, amis et voisins comme l'Allemagne, ont fait d'autres choix. Ils ont préféré privilégier la relance par la demande. Or, les caractéristiques, je dirais les fragilités de notre tissu économique et industriel ne nous permettaient pas ce choix parce que nous savions bien que si nous relancions la demande, nous relancerions les importations. Et donc le choix a été fait de donner la priorité à l'investissement. Sur 100 milliards d'euros, on peut considérer que l'investissement représente 78% du plan de relance. Vous avez d'abord des aides directes à l'investissement, y compris les fonds propres, sur 55 milliards. Vous avez également une baisse d'impôts de production de 20 milliards. Et enfin, vous avez le renforcement des fonds propres des TPE-PME pour 3 milliards. Sachant que les 2 dernières mesures sont bien sûr destinées à renforcer les capacités d'investissement des entreprises. Donc vous avez 78% des 100 milliards qui sont axés sur l'investissement, non pas pour refaire ce que nous faisions aujourd'hui ou hier, mais pour nous préparer à relever les enjeux de demain. Et donc, 3 objectifs. D'une part, le verdissement de notre économie, avec 30 milliards d'euros, l'indépendance et la compétitivité pour 35 milliards d'euros, et enfin la cohésion sociale et territoriale pour 35 milliards d'euros. Le verdissement, l'objectif, c'est d'accélérer la conversion écologique de notre économie, à la fois par des mesures importantes en termes de rénovation thermique des bâtiments, tant publics que privés, de décarbonation de notre processus industriel, de notre industrie, et enfin d'accélérer la mobilité verte, la mobilité douce, notamment le ferroviaire. Deuxième objectif, parce que pour relocaliser sur notre territoire, il faut que nous produisions de manière compétitive. Sinon, ça ne se ferait pas. Et donc pour cela, le gouvernement a choisi d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, notamment par la baisse des impôts de production, 10 milliards en 2021, 10 milliards en 2022, et également par des aides à l'innovation, à la transformation de notre outil industriel, à sa modernisation, à sa restructuration, à l'intégration de nouvelles technologies dans ces processus de production. Et enfin, parce que nous savons que c'est un risque, un défi que nous devons relever, l'objectif d'éviter la hausse des inégalités en France, nos concitoyens, jeunes ou moins jeunes, qui seraient laissés au bord du chemin et que nous devons absolument intégrer dans ce plan de relance. Et c'est des mesures fortes d'accompagnement vers l'emploi des jeunes, des dispositifs d'activité partielle et de formation. Pour entrer un peu plus dans le détail de ces 100 milliards, vous avez devant vous les 3 axes avec 11 milliards sur les transports, sur les 30 milliards. Notamment, vous avez sur ces 11 milliards, 4,7 milliards donc pour la relance de la SNCF et 1,2 milliard pour le plan vélo et 1,9 milliard pour le soutien à l'achat de véhicules propres.
Vous avez également 6,7 milliards sur la rénovation des bâtiments, donc 4 milliards sur les bâtiments publics et 2 milliards sur les bâtiments privés. Vous avez également 9 milliards sur l'énergie technologique verte, donc notamment les plans aéronautiques automobiles, également le développement des solutions hydrogène. Sur la compétitivité, bien sûr, vous avez les baisses des impôts de production de 20 milliards, le plan d'investissement d'avenir destiné effectivement à moderniser notre appareil de production et à insérer une nouvelle technologie dans ces processus pour 11 milliards, le PIA 4, le renforcement des fonds propres des entreprises, des TPE et PME, 3 milliards, et enfin le soutien à l'investissement industriel, 3 milliards. Deux fonds sur 600 millions, et j'y reviendrai, et 300 millions. Enfin, la cohésion sociale et territoriale, donc un gros pavé d'emploi et formation de 15 milliards 3, avec notamment 6 milliards 7 du plan jeune et 7 milliards 6 du bouclier anti-chômage que constitue l'activité partielle de longue durée. Également le Ségur de la santé avec 6 milliards d'investissements dans notre appareil hospitalier, dans nos hôpitaux, dans nos industries de santé. Le soutien à l'investissement des collectivités, qui là aussi sont demain des commandes publiques renforcées au bénéfice des entreprises concernées. Et enfin 3 milliards sur la recherche, l'enseignement supérieur et la science nationale de la recherche. Ce plan de relance est un plan qui concerne toutes les entreprises et particulièrement les TPE et PME qui constituent le vivier de notre tissu industriel. Les TPE et PME sont particulièrement concernés par des mesures qui les concernent directement. 200 millions sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments, 400 millions sur la numérisation des TPE et PME à travers des subventions et des aides à l'accompagnement, des aides au diagnostic. Également pour les commerces, notamment dans les territoires ruraux, de création de foncières pour redynamiser les commerces de centre-ville, portés par la Banque des territoires. Donc l'achat de locaux vacants pour les remettre en état et remettre à la location. Parce qu'on connaît dans ces petites villes ces effets dominos où un commerce est un, et puis un second, et puis un troisième. Et ensuite, c'est toute la rue qui est concernée. La baisse des impôts de production, 20 milliards sur les concerne aussi. 32% de cette baisse ira aux PME et 42% aux ETI. 37% de cette baisse d'impôts bénéficiera à l'industrie et pour 15% au commerce. Le renforcement des fonds propres dont j'ai parlé et enfin le soutien au tourisme durable sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Vous avez un besoin de trésorerie. Vous disposez jusqu'à la fin de l'année d'un PGE représentant 3 mois de chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises qui ont été créées récemment. Votre contact, c'est votre conseiller bancaire. En cas de refus de PGE, vous pouvez bénéficier d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, à des prêts participatifs garantis par l'État. Ce sont des dispositifs mis en place jusqu'au 31 décembre de cette année. Le contact, c'est la DGFiP, pour bénéficier de ces avances remboursables avec des différés variant entre 3 et 7 ans. Des durées d'amortissement entre 3 et 10 ans, pardon, et des durées de différés entre 1 et 3 ans. Donc le contact, c'est le Codefip, la DGFiP, dans lequel vous pouvez effectivement bénéficier. Et enfin, la French Tech Bridge, donc ce sont une aide à la trésorerie des startups qui ont au moins 8 ans d'existence, qui n'ont pas dans leur capital l'État ou la BPI, et qui peuvent se voir bénéficier de ces aides à la trésorerie. Et là, le contact utile, c'est le contact BPI. Vous avez besoin de trésorerie, mais vous avez besoin de fonds propres en haut de bilan. Il existe le fonds de renforcement des PME. Donc c'est la BPI qui intervient par des obligations à bon de souscription d'actions pour des tranches entre 500 000 € et 5 millions d'euros. Qui peut en bénéficier, ce sont des PME et ETI d'une certaine taille, puisqu'il faut avoir un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros. Également les prêts participatifs avec une garantie de l'État, qui permet de donner des financements longs et permet effectivement de soutenir les capacités d'investissement
des TPE-PME sans toucher, et je sais que les chefs d'entreprise y sont sensibles, sans toucher à la gouvernance, puisque jusqu'à leur remboursement, ils sont considérés comme du haut de bilan. Là, le contact, c'est le conseil bancaire. Ces prêts participatifs seront garantis par l'État. Donc on voit bien que les PGE se prolongent d'un prêt de trésorerie à un prêt haut de bilan. Et enfin, l'État va labelliser, France Relance va labelliser un certain nombre de fonds responsables, de fonds destinés à investir de manière durable, de manière sur le long terme, en responsabilité dans les territoires. Ce label permettra effectivement à ces fonds d'aller drainer l'économie de proximité au bénéfice de l'économie territoire et bénéficiera d'une garantie de l'État. Ça veut dire que l'épargnant local sera garanti dans son capital des fonds investis dans ces fonds d'investissement à destination des entreprises locales. J'engage la transition écologique de mon entreprise. Il y a donc 1,2 milliard prévu sur les 3 ans par des appels à projets. Celui qui est en cours en 2020 sera clôturé à la mi-septembre. 200 millions pour la décarbonation de l'industrie, puis 500 millions par an. Alors ce sont des appels à projets qui sont pour des projets relativement importants, notamment de plusieurs 3 millions d'euros. Donc ça ne concerne pas tous les TPE. Par contre, en contrepartie de ces appels à projets, l'Agence des services de paiement va mettre en place un guichet unique à destination des TPE-PME pour soutenir leur investissement dans la réduction des émissions directes pour améliorer leur efficacité énergétique, l'adaptation de leur procédés industriels. Pour les TPE-PME, il y aura un guichet unique à disposition avec une liste de produits éligibles, de biens éligibles, qui, si vous les achetez, enfin s'ils sont achetés, bénéficieront de cette aide. Également un soutien à la décarbonation de la chaleur, piloté par l'ADEME, à la fois une aide à l'investissement, mais également aussi une aide au fonctionnement, parce qu'on sait que se chauffer ou utiliser une énergie décarbonée ou faiblement carbonée, ça coûte plus cher qu'une énergie d'origine fossile. Et donc l'État prendra en charge cet écart de coût pour favoriser l'utilisation et le développement de ces économies à bas carbone. Donc soutien à l'investissement et soutien à la décarbonation de la chaleur dans les entreprises industrielles. Je souhaite renforcer mes capacités d'innovation, l'aide à l'investissement de l'industrie du futur. C'est des subventions mises en place à partir du 1er octobre qui vient remplacer le suramortissement fiscal que certains connaissent, permettant de transformer les processus de production par les nouvelles technologies en y intégrant la robotique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les éléments de fabrication additive. Là également, un guichet unique au bénéfice des TPE-PME sera mis en place par l'Agence des services de paiement. Également, l'aide aux projets structurants pour la compétitivité, un appel à projet en cours jusqu'en juin 2021. Là, il s'agit d'aider, d'accompagner des projets collaboratifs entre les entreprises et les organismes de recherche ou les organismes d'enseignement supérieur. Ce sont des projets collaboratifs. L'aide peut aller jusqu'à 10 millions d'euros, avec des taux moyens d'aide qui vont de 30% pour les plus grosses entreprises jusqu'à 50% pour les PME, avec des projets aidés de 4 à 50 millions. Le contact, là, c'est la BPI. Et enfin, je ne reviendrai pas, c'est le soutien à la radio automobile et aéronautique dans les plans que j'évoquais tout à l'heure. Je souhaite produire ou me relocaliser en France, également dans une logique de diversification. C'est un point important. 1 milliard d'euros est consacré à cette relocalisation par 2 fonds. Un fonds de 600 millions d'euros, investir dans les secteurs stratégiques. C'est un projet résilience. Il s'agit de réinvestir dans les secteurs qui ne sont plus disponibles sur le marché français, en tout cas à la production, et qui sont nécessaires à la production industrielle, que ce soit des produits chimiques, matières premières, des produits intermédiaires, également tout ce qui concerne la santé, par la fabrication de médicaments ou de produits
affiliés, également l'électronique, les applications industrielles de la 5G et l'agroalimentaire, parce que, et ce territoire, ça parle à ce territoire, nous devons aussi reconquérir, quand on parle de souveraineté, ce n'est pas simplement économique, industrielle, c'est aussi alimentaire. Et donc il s'agit là d'investissements destinés à sécuriser la chaîne de valeur et d'approvisionnement national. L'appel à projet pour 2020 court jusqu'au 17 novembre. Il y en aura en 2021, en 2022, de 600 millions sont prévus. Également, l'accélération des projets industriels territoriaux, un fort impact territorial pour la modernisation de l'appareil de production, les restructurations, la consolidation. Là, c'est pour aider des projets supérieurs à 400 000 euros. Ce sont des projets instruits par la BPI et ensuite présentés pour décision au préfet, à la préfète de région dans cette région et au président du conseil régional pour décision. Là, le contact, c'est Colin Ducrotois à la directe Bordeaux. Et vous avez, pour en savoir plus, les adresses des sites sur lesquels vous pouvez télécharger de l'information. Le tourisme est bien sûr fait partie intégrante de ce plan, avec la mise en place d'un fonds de soutien à l'émergence de projets de tourisme durable. Il s'agit de soutenir via des subventions des porteurs de projets en couvrant une partie des coûts d'investissement, soit pour l'adaptation de l'activité de restauration durable, en particulier dans les communes rurales de moins de 20 000 habitants, mettant par exemple en place des circuits d'approvisionnement, circuits courts. Également d'accompagner la transition durable, notamment l'adaptation au changement climatique, notamment dans les activités d'hébergement, soit parce qu'on veut changer son mode de chaleur, son mode d'énergie, soit on veut construire dans des matériaux biosourcés, soit des matériaux recyclés. Donc il y aura plusieurs appels à projets pour 50 millions d'euros, pilotés par l'ADEME et la Banque des Territoires. Les personnes privées, les associations, les SEM sont éligibles à ce dispositif. Il s'agit également de renforcer la compétitivité des entreprises par la baisse des impôts de production, cette baisse se traduit concrètement par la réduction de 50% de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et de 50% des impôts fonciers des établissements industriels, avec, pour éviter une pénalisation suite à la réduction, l'allègement des taux de plafonnement de la CET, la cotisation économique territoriale, qui passe de 3 à 2%. Comme vous le voyez, l'industrie en bénéficie pour 37%, le commerce à 15%, les PME 42% et les ETI à 42%. Donc 10 milliards en 2021, 10 milliards en 2022, ce qui fait 20 milliards. Il y a également des opportunités de marché, des opportunités d'activité. La commande publique et privée va être boostée par des aides. C'est notamment la rénovation énergétique des bâtiments publics, des écoles, des collèges, des lycées, des universités, des EHPAD, du logement social aussi. Le logement privé pour 2 milliards d'euros. Et les bâtiments des TPE, j'évoquais tout à l'heure, pour 200 millions. Il y a également le développement des mobilités vertes, avec les pistes cyclables, pour 1,2 milliard, le développement du transport au commun et l'aménagement de gares, et enfin le verdissement du parc automobile, avec à la fois l'élargissement du public éligible. Aujourd'hui, seules les catégories les plus modestes peuvent bénéficier de cette prime. Demain, 75% des ménages français bénéficieront de cette prime, qui est une prime renforcée en numéraire. Je reviens un instant sur la rénovation énergétique des bâtiments des logements privés. Jusqu'à présent, c'était consacré aux propriétaires occupants. Demain, les propriétaires et bailleurs pourront en bénéficier, ainsi que les copropriétés. Également aussi des opportunités de marché pour les entreprises concernées. La modernisation des réserves, c'est pas les réserves, c'est plutôt des réseaux d'eau et d'assainissement à hauteur de 280 millions d'euros. Et enfin, le soutien à l'investissement local. 1 milliard d'euros sont prévus sur 2 ans pour subventionner
collectivités locales qui investiraient soit dans la transition écologique par le développement de mobilité douce ou de rénovation énergétique, par la valorisation de leur patrimoine culturel ou historique, et par la résilience sanitaire, notamment tout ce qui concerne les maisons de santé, mais également les réseaux d'assainissement. Je souhaite recruter de nouvelles compétences dans mon entreprise. Quelle que soit la taille et quel que soit le secteur, vous êtes concernés. Deux mesures phares. D'une part, l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans pour tout contrat conclu avant le 31 janvier 2021. Une aide forfaitaire de 4 000 € est prévue pour un CDI ou un CDD de moins de 30 ans, de plus de 30 ans, pour jusqu'au salaire équivalent à 2 fois le SMIC. Également une aide en faveur d'apprentissage pour tout contrat signé avant le 28 février 2021, sans condition, pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, sans condition, pour le recrutement d'un apprenti, jusqu'au grade de master. Jusqu'au grade de master. Vous pouvez bénéficier d'une aide forfaitaire de 5 000 € pour un apprenti mineur, jusqu'à 8 000 € pour un apprenti majeur. Mais je souhaite aussi maintenir l'emploi dans mon entreprise. 1 milliard est prévu pour accompagner les salariés en allocation partielle, par la prise en charge à 100% du coût pédagogique sans plafond horaire. Des comptes personnels de formation renforcés, notamment tous les dispositifs de transition professionnelle ou de reconversion sont renforcés. Et là, le contact, c'est la directe. Également, l'allocation partielle de longue durée pour les entreprises qui pensent avoir une sous-activité, je dirais, sur plusieurs mois, voire jusqu'en 2022. La mise en place de ce dispositif pour éviter le licenciement dans le cadre d'accords collectifs de branche ou d'entreprise. En contrepartie d'engagement en matière d'emploi et de formation professionnelle, vous pouvez bénéficier de ce dispositif contractualisé avec l'État. Vous serez remboursé de 80 à 85% de l'indemnité que vous versez à vos salariés. La mise en place est sur 3 ans, ou plutôt la mise en place est sur 24 mois, où vous pouvez aller jusqu'à 24 mois de mise en place, plutôt, excusez-moi, non consécutifs si vous le souhaitez, pour tenir compte des rebonds d'activité, sur 3 ans. Voilà, donc vous allez jusqu'à 24 mois de mise en place de ce dispositif, sur une période de 3 ans, ces 24 mois étant décomptés de manière non consécutive. Et vous avez une indemnité que vous versez, bien sûr, exonérée de toute charge sociale ou fiscale hors CSG. Et enfin, un dernier point, c'est la facilitation du prêt de main-d'œuvre, qui est simplifié. Auparavant, le prêt de main-d'œuvre existe, hein, peut-être vous le pratiquez. Jusqu'à présent, il fallait signer une convention par salarié mis à disposition. Demain, il suffira d'une convention pour l'ensemble des salariés de l'entreprise qui met à disposition ce salarié. Et l'entreprise qui met à disposition pourra ne pas facturer au coût réel. Donc c'est une négociation qui s'ouvre, mais ça permet effectivement de faire face à des sauts de suractivité ou de sous-activité. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. J'ai bien conscience d'avoir été très insuffisant, très partiel dans mon propos, puisque j'ai essayé de résumer en quelques minutes ce gros bouquin, dans lequel vous trouverez toutes les œuvres. C'est disponible sur Internet. Il s'agit d'une première pierre dans la prise de connaissance de la bonne appréhension de ce dispositif de plan de relance. Beaucoup de dispositifs, beaucoup d'aides sont prévues, et ça sera le premier arrivé, le premier servi. Donc il est important de plonger dans ce plan de relance, de connaître ces dispositifs, les chambres consulaires, je le sais, les organismes professionnels, les services de l'État, les services des collectivités territoriales également, et la BPI, et les opérateurs de l'État, l'ADEME, l'ASP, les agences de l'eau, sont à votre disposition pour que nous mettions en place rapidement ce plan de relance qui est vital pour notre économie et pour nos concitoyens.
le gouvernement prévoira également des mesures de simplification pour accélérer la mise en œuvre de ce plan de relance. Merci de votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, nous essaierons avec M. Roche de répondre à vos questions. Félicitations pour ce plan de relance, puisque l'ancien expert comptable de je connais bien les entreprises. Et effectivement, il n'y a pas de social s'il n'y a pas d'économie. Donc, bien évidemment, je souscris à cela. Avec un peu d'humour, je dirais, moi je connais 36 000 entreprises, c'est les 36 000 mairies de France, à qui l'État a sucré beaucoup de milliards que les mairies n'ont plus investis. Donc, je pense que l'État serait bien avisé de redonner aux 36 000 communes, non pas des aides partielles, parce que si on a une aide de 30%, il faut qu'on finance les 70%, et manque de chance, souvent on ne les a pas. Donc ça resterait un très bon maillage sur le plan national. L'État récupérerait une partie de cet argent redonné à toutes les mairies, parce que les entreprises et les consommateurs paieraient de la TVA qui rentrerait dans les caisses de l'État. Ensuite, les entreprises feraient des résultats puisqu'ils travailleraient pour 36 000 communes dont ils paieraient de l'impôt de société qui rentrerait également dans les caisses de l'État. Ils embaucheraient donc des salariés qui baisseraient le chômage. Dans la caisse du chômage, elle aurait moins à payer. Les salariés paieraient des cotisations sociales, ça renflouerait aussi les caisses sociales. Ils paieraient de l'impôt sur le revenu. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire que bien sûr, il faut aller vers les entreprises, mais il ne faut pas oublier que les 36 000 communes, c'est aussi 36 000 entreprises en France qui emploient des millions de salariés, où on ne met jamais personne au chômage. Et donc, c'est une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi je pense que ça vaut le coup d'être creusé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur le maire. Les collectivités locales sont effectivement des acteurs partie prenante de ce plan de relance. Alors ce soir, j'ai axé ma présentation sur les entreprises, mais vous avez vu à travers un certain nombre de mesures, que ce soit la rénovation énergétique, que ce soit le plan vélo, que ce soit les mobilités, que ce soit le soutien à l'investissement local, les entreprises sont accompagnées pour effectivement favoriser la relance économique via la commande publique. Sans la commande publique, un certain nombre de secteurs ne s'en sortiront pas. C'est l'objet effectivement des mesures qui y sont prévues. Je salue la présence de Madame Guillaume-Moriou, donc de la direction de la Directe, un nom très compliqué. Enfin, c'est la dame de l'emploi, formation, entreprise. Voilà. Donc nous sommes trois à pouvoir répondre à vos questions. Oui, je vous en prie. J'espère que c'est une question pour mes voisins. Bonjour, Caroline Philippe, chef d'entreprise. J'ai une question. Il n'y a pas d'aide à l'embauche, à part pour des jeunes et des apprentis. Donc je suis étonnée parce que tout le monde parle qu'il y a du chômage, qu'il y a des gens à recycler. Et donc j'aurais pensé que ça aurait pu être une aide intéressante. Alors, je vais laisser Madame répondre, mais quand on parle d'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans. Hein. Donc c'est quand même un âge... Oui, mais tout le monde n'a pas envie de faire de l'apprentissage pour accéder à un boulot, quoi. Donc, Il y a également les aides aux personnes vulnérables, mais je vais laisser Madame... Alors, le fil rouge, ça a été aussi... Alors, les jeunes sont particulièrement précarisés par cette situation, puisqu'ils sont souvent de CDD qui, à l'échéance, qui ne sont pas renouvelés. Ils étaient en stage et ils ne trouvent pas d'opportunité de stage. Ils sont d'intérim, ben, c'est pas renouvelé. Donc c'est une population qui, en premier lieu, est précarisée. Et donc c'était normal que la puissance publique intervienne auprès de ces jeunes. Deuxième axe d'intervention de la puissance publique, c'est les salariés en matière de reconversion. On va booster la formation, la transition professionnelle, la reconversion professionnelle. 1 milliard d'euros sont prévus. Donc effectivement, les salariés en reconversion seront également priorisés. Donc c'est les deux axes d'action et puis d'autres aides. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme le disait Monsieur le sous-préfet, c'est quand même un plan axé sur les jeunes compte tenu de l'impact de la crise sur la jeunesse
Et les aides en embauche sont essentiellement pour les jeunes. Ceci étant, je pense quand même que l'État a fait un effort énorme et continue à le faire sur le maintien dans l'emploi au travers de l'activité partielle, et le dispositif est toujours d'actualité. Donc il y a un volet, tout mettre en œuvre pour maintenir l'emploi jusqu'à la fin de l'année 2000 et 2021 et aider la population les plus touchées, donc les jeunes. Donc l'aide qui a été présentée via l'apprentissage, le contrat de professionnalisation et toute embauche qui aura lieu avant février 2021. Bonsoir. Je voudrais une petite question. Je suis dirigeante d'une petite PME et je viens d'embaucher une personne qui a un statut handicapé. Donc, par rapport à ça, visiblement, on va avoir les aides financières. Par contre, vers qui doit-on se retourner pour cela? Cap Emploi. Donc, vous pouvez faire des démarches auprès du Cap Emploi. Cap Emploi qui donne. Cap Emploi, donc on pourra vous communiquer l'adresse du référent qui intervient sur la zone de Bayonne. Via, ils pourront aussi vous communiquer les coordonnées pour avoir le référent. D'accord, parce que là j'ai eu effectivement Cap Emploi au téléphone qui, eux, ne savent pas du tout à qui on doit avoir affaire. Donc, je vais essayer par Pôle emploi. Ouais, alors, c'est important que vous me le signalez que Cap Emploi ne sait pas comment faire, parce que je vais prendre contact avec le délégué départemental de Cap Emploi pour lui me mettre en face sur ces types d'interrogations et de questionnements. Et s'il y a possibilité, je vous précise, donnez-moi une adresse mail et je vous répondrai. D'accord, je vous remercie. Juste un petit complément, vous pouvez aussi contacter la CCI, si je parle sur votre soutien, la CCI, parce que par les AFI, on peut vous aider en complément si vous êtes. Oui, bonsoir et merci pour cette présentation. J'ai vraiment beaucoup apprécié le plan de relance qui a été mis en place au mois de mars. Simplement, il y a eu quelques annonces qui n'ont pas été suivies d'effet, du type la gratuité des loyers. Il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites avec des accords trouvés avec les chambres nationales de SCI, par exemple, et on s'est retrouvé face à face avec des bailleurs qui nous disent rien n'a été publié, donc c'est de la négociation. Et ça, c'est pas du tout ce qui avait été annoncé au départ. Donc quand on fait un plan prévisionnel de société, savoir si on doit miser sur une gratuité de 2 mois, 3 mois de loyer, c'est pas du tout la même chose que de négocier à la fin. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, je trouve qu'il y a un déséquilibre dans votre plan de relance qui est énorme entre les fonds propres, l'amélioration des fonds propres et le PGE. C'est-à-dire quand on prend du PGE, on crée de la dette pour la société, donc on tasse, on diminue les fonds propres, et donc on a besoin de recréer des fonds propres du haut de bilan, du capital social de la société, pour ne pas se retrouver face à des sociétés de crédit l'année prochaine, les SFAC et autres qui garantissent nos achats, et qui vont nous voir comme des mauvais éléments, parce qu'on est obligé de prendre du PGE et que nous n'avons plus les fonds propres en face. Alors, je laisserai ensuite Madame Gamelot et Monsieur Roche compléter. Sur le premier point, le gouvernement a passé un accord avec les grandes foncières qui se sont engagées à remettre des loyers. Ça, c'est le premier point. Alors, ça ne concerne pas tous les bailleurs, mais ça concerne les grandes foncières. Deuxième élément. Sur les baux qui n'étaient pas, les loyers qui n'étaient pas remis, le calcul du fonds de solidarité, notamment avec les aides complémentaires de la région, permettait dans le calcul du surcoût de prendre en compte le loyer restant à charge par les entreprises. Donc,
une des réponses était d'actionner effectivement cette aide régionale. En tout cas, la remise de loyer, ça s'est traduit non pas au moyen d'une mesure coercitive unilatérale de l'État, mais par un accord des grandes foncières qui volontairement se sont engagés à remettre les loyers. Sur le deuxième point, je n'ai pas été clair dans la présentation, mais le PGE ne fait pas partie des plans de relance. Le PGE fait partie du plan de soutien que l'État a très rapidement mis en œuvre au printemps pour éviter les licenciements massifs et les faillites d'entreprise. D'ailleurs, ce PGE, comme je l'ai indiqué, s'achèvera à la fin de l'année. Par contre, d'un prêt à trésorerie, on passe dans le plan de relance à destination des TPE et PME, essentiellement un renforcement des fonds propres. Les 3 milliards d'euros qui sont prévus en garantie, normalement, ça permettra, avec l'effet de levier, de développer 15 milliards de prêts participatifs. Et donc ces prêts participatifs sont véritablement du haut de bilan. Et donc on sort de la logique du prêt de trésorerie. Oui, c'est vrai que c'est difficile de comparer en fait le plan de soutien avec le PGE d'un côté et le plan de relance avec les fonds propres. On est forcément sur des montants très différents. Il ne faut pas oublier que le PGE, c'est un plan à 300 milliards. Il y a déjà 200 milliards qui ont été mis en place. Maintenant, je vous rejoins sur votre questionnement futur. Qu'en sera-t-il l'année prochaine quand les entreprises auront été endettées en PGE et avec le risque de dégradation de certains organismes comme la SFAC. Pour l'instant, travaillant avec la Banque de France, l'objectif c'est de garder des notations d'entreprises qui soient relativement cohérentes. Et pour en discuter avec les banquiers aussi, on se rend compte que la plupart des PME en fait ont assez bien accepté ce PGE, l'ont pour l'instant thésaurisé, avec peu de problèmes pour l'instant de dégradation de la trésorerie. Là où on voit la dégradation de la trésorerie, c'est pour les entreprises de moins d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, mais pour l'instant seulement sur une petite portion. Donc j'ai envie de dire, on verra ensuite quand il sera le moment de rembourser ce PGE. Mais j'en conviens, on est dans une crise, donc on a mis en place une mesure rapide d'exception et forcément ça va impacter les bilans des entreprises. Bonjour, Eric Gagnard de Patatin. On a bien compris qu'il y avait un gros plan de relance sur on va dire, tout ce qui est éco-responsable. Ma question, c'est de savoir quand est-ce que les organismes type ADEME et BPI seront au courant de ce plan de relance, de ces dispositifs. Parce que nous, on est en plein dedans. J'ai l'impression qu'ils seront à la balle. Non, c'est pas moi, c'est le BPI. Non, c'est pas moi, c'est l'ADEME. Est-ce qu'ils sont bien au courant de tous ces dispositifs? La BPI, on a bien vu, est en charge de beaucoup de choses. Est-ce qu'ils sont bien au courant de tout ça? Et comment, à partir de quand, vraiment, on peut accéder, comme vous avez dit, premier arrivé, premier servi? Quand est-ce qu'on peut vraiment les solliciter et sont-ils bien au courant de tous ces plans? Nous, on se connecte déjà sur des sujets divers et variés. Le plan de relance, bon, on est encore dans le plan de soutien jusqu'en fin d'année. Le plan de relance, il a été annoncé tout début septembre. Vous avez vu, il est très important et multiple. Aujourd'hui, il y a déjà une bonne partie des sujets qui sont opérationnels. Maintenant, c'est vrai qu'il faut laisser un peu de temps aux différents acteurs de pouvoir se parler. Vous comprendrez que c'est pendant 3 semaines qu'on peut mettre un plan de 100 milliards de façon opérationnelle. Chez BPI France, grosso modo, j'ai envie de dire que la moitié, voire les 3 quarts des sujets sont déjà en cours. Je pense que d'ici fin octobre, tout sera totalement opérationnel, globalement. Ensuite, avec l'ADEME, on se voit, enfin on ne se connaissait pas vraiment, on se voit, on se parle et on est déjà en train de parler ensemble des sujets verts et le prêt BPI France, ADEME, le prêt vert est déjà opérationnel. Bonjour, juste pour rebondir sur la dame qui me parlait tout à l'heure du recrutement de travailleurs handicapés, je suis chargée de communication à Cap Emploi Land des Pays Basques, donc je peux vous donner ma carte tout à l'heure, on peut en discuter, je pense qu'il y a eu un petit malentendu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, je pourrais vous mettre en relation avec la responsable du secteur Pays Basque. Merci de votre présence. Oui, monsieur le sous-préfet, tout à l'heure, je vous ai
je vais parler, effectivement, quand on considère le plan de relance, plusieurs choses. D'abord, déjà, je suis assez d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question de comment on gère ce PGE au niveau des entreprises quand il s'agira de la rembourser. Donc, pour moi, ça restera un réel problème ultérieurement. Et donc, il s'agit de commencer à envisager comment on pourra faire pour traiter ces choses-là. Mais d'une manière plus terre à terre, je me suis aperçu, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan de relance concerne les grands ports maritimes et ne concerne pas les ports décentralisés, et entre autres le port de Bayonne. Donc aujourd'hui, je sais pas, visiblement l'État a décidé de considérer ces ports, alors que quand on parle de transition écologique, quand on parle de transport maritime, moi, à mon sens, il n'y a pas de politique maritime à deux vitesses. Donc, soit on considère la totalité, soit on ne le considère pas. Ça, c'est un premier point. On sait aussi qu'on est à l'aube du Brexit, et donc avec des problématiques qui sont essentiellement sur la pêche. Le port de Saint-Jean-de-Luz est un grand port de pêche, en l'occurrence, puisque 6e par le tonnage et 5e par les revenus. Et il se trouve que si les Anglais ferment leur zone, on aura un gros problème. Comment on va pouvoir traiter ces choses-là, et comment on peut aider aussi les pêcheurs à faire en sorte de pouvoir bénéficier d'un plan de relance pour faire en sorte de pouvoir les aider dans la transition écologique de leur métier. Troisièmement, on est aussi sur le corridor 4 ferroviaire. On voit que le plan de relance considère beaucoup le transport ferroviaire, et il se trouve que quand on voit tout ce qui est financement possible sur le ferroviaire, on considère le RTET, le réseau transeuropéen de transport, mais quelque part vous avez le port de Bayonne qui est exclu de toute possibilité de financement, qu'il soit européen ou qu'il soit autre, pour promouvoir ce transport et promouvoir le report modal qui en découle. Voilà, c'est plus des constatations, mais qu'il faudra que l'on couche par écrit, et qu'il est, à mon sens, urgent de porter à l'attention de nos gouvernants, puisque, comme je veux dire, on ne peut pas considérer une politique maritime à deux vitesses. Oui, effectivement, l'intérêt de ces réunions, effectivement, c'est aussi de remonter un certain nombre d'idées ou de suggestions. Effectivement, l'accent a été mis dans une première maquette sur le grand port maritime, et il faudra qu'on fasse remonter l'idée qu'elle concerne aussi d'autres ports tout aussi structurants en termes d'activité économique. Sur le premier point que vous évoquiez, mais peut-être M. Roche peut compléter utilement. Très récemment, je crois que la semaine dernière, le gouvernement a signé un accord avec la Fédération des banques, la Fédération bancaire, sur le rechaînement des PGE, pour éviter effectivement le surcoût lié à ces réchaînements. Déjà, le gouvernement se préoccupe effectivement de cette question de rechaînement. Bonjour. J'ai une entreprise qui travaille dans l'événementiel. Nous montons des chapiteaux pour toutes les événementiels. Bien évidemment, nous souffrons actuellement énormément de cette crise sanitaire. Et pourtant, il nous est très difficile d'obtenir des aides parce que nous avons la problématique, nous sommes dans la deuxième classe, à savoir en deuxième niveau, et donc nous devrons justifier une baisse d'activité, baisse de chiffre d'affaires de 80%. Il s'avère que nous avons une volonté d'affaires, heureusement, avec du stockage chez des industriels. Par contre, mon personnel, lui, est sur le chômage technique est 90% parce qu'on n'a plus d'événementiel. Pourtant, je n'ai pas un remboursement à 100% du chômage partiel. C'est une première question, comment je peux obtenir une aide supplémentaire sur ce point-là. Deuxième point, c'est que le chômage, l'activité partielle longue durée est limitée à 40% de chômage. Dans mon cas, comment vous pourrez me conseiller de mettre en place ce chômage longue durée, tout à fait prévisible, parce qu'actuellement,
l'événementiel, c'est fini pour la saison et ça ne reprendra pas avant l'été prochain. Comment on peut mettre en place un chômage longue durée en sachant que je vais perdre un chiffre d'affaires et une activité qui est largement supérieure que les 40% proposés? C'est pas simple, c'est vrai, dans votre activité. Bon, il faut quand même retenir que votre secteur d'activité est dit secteur dit protégé et peut bénéficier du dispositif d'activité partielle de 3 K1 jusqu'à la fin de l'année. Donc avec un remboursement, certes pas à 100%, mais quand même avantageux. Ça, c'est le premier point quand même à retenir. Le deuxième point quand même concernant l'accord APLD, donc qui oblige, qui par rapport à cette baisse de 40%, j'entends bien que pour vous c'est difficile de mettre en place une organisation aussi contraignante. Maintenant, il faut la réfléchir sur une organisation lissée sur l'année. Ça vous permettra peut-être de pouvoir déposer un accord qui sera recevable. Mais après, c'est du cas par cas. Donc, c'est vrai que nous avons reçu les premiers accords APLD depuis 15 jours. Hein. On a 6 qui ont été déposés dans le département. Aucun dans le secteur événementiel. Et donc, ce que je vous propose par rapport à votre activité, c'est d'essayer de me joindre et de voir comment on peut rentrer dans les cases sur l'aspect organisation contrainte 40%, l'aspect formation des salariés et l'aspect maintien dans l'emploi. À partir de là, on verra si on accepte, parce que c'est moi qui prends une décision de validation, d'homologation de l'accord APLD, je verrai si ce que vous me présentez peut être recevable et peut être déposé en l'état. On attend, donc là c'est l'accord dans chaque entreprise, c'est vrai qu'on attend les accords de branche qui viendront faciliter les choses pour les entreprises, puisqu'elles auront les trames pour décliner après l'accord dans chaque entité. Donc première chose, vous pouvez bénéficier du système de droit commun activité partielle secteur dit protégé. Et puis pour la négociation, je vais donner mes coordonnées et je vous rappellerai pour voir comment on peut mettre ça en place. Vous avez aussi peut-être des conseillers autour de votre entreprise ou la chambre, qui peuvent vous aider à réfléchir à l'organisation à mettre en place en termes d'organisation du travail. Mais n'hésitez pas à m'appeler, hein, puisqu'on sait qu'il y a de l'information à faire sur la négociation des APLD. J'étais en train de réfléchir en venant de Pau, comment faire passer l'information de manière simple et pratico-pratique, comment je négocie ou comment j'écris un accord APLD suivant ma situation. Parce que je m'aperçois qu'il y a quand même quelques interrogations et quelques difficultés, notamment dans les TPE-PME. Ça rejoindra sans doute ma réflexion pour qu'on mette quelque chose en place, peut-être avec la CCI en appui, je verrai. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ne savent pas comment faire. Dans votre secteur, c'est pas simple, hein, puisque vous êtes à une activité à zéro. Merci pour votre accueil tout d'abord, et je ne manquerai pas de vous contacter après. Question quand même qui va avec, c'est que toute la problématique qui se rajoute dans des activités comme la nôtre, c'est que nous n'avons absolument pas de visibilité. Normalement, notre période hivernale est destinée à l'entretien. Sauf que cette année, on ne peut pas entretenir quelque chose qu'on n'a pas utilisé. D'où ma problématique. Merci beaucoup. Bonjour, Cécile Bazerque, directrice de la Sfotour, organisme de formation mais relevant de la convention collective Syntec. Donc la Syntec a signé l'accord APLD le 10 septembre dernier, mais il est en attente d'extension, à ma connaissance encore à ce jour. Donc une question, sachant que les entreprises doivent a priori déposer leur accord APLD avant le 1er octobre pour bénéficier d'un taux de prise en charge amélioré à hauteur de 4%, par rapport à celles qui le déposeraient après le 1er octobre, quid si on attend l'arrêté d'extension? Puisque là, a priori, à moins qu'il me sorte demain et qu'on dépose l'accord aussitôt, on ne sera pas dans les clous du 1er octobre.
Donc qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et deuxième question, mais qui rejoint celle de monsieur, donc je pense que vous avez à peu près répondu. Je me demandais si le quota des 40% pouvait être lissé sur l'année, et où lisser, autre question, entre diverses catégories de population, de salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire des catégories qui pourront avoir du travail à temps plein, d'autres qui pourront ne plus du tout travailler au vu de l'évolution de l'activité. Et est-ce qu'on peut du coup faire une vision fusionnée de l'ensemble de ces heures de travail? Alors, sur la première question, ce que je vous invite à faire, c'est de déposer le plus rapidement possible si vous avez déjà bien engagé vos négociations dans votre structure. Même sans extension, sans attendre extension. Déposer. Au moins, il y a une trace et on sait à quelle date vous l'avez déposé. Après, de toute façon, nous, on verra sur le délai de validation, parce que ça sera un accord, donc c'est un délai de 15 jours, donc normalement, on devrait être dans les clous si vous le déposez sur l'applicatif. Sur le lissage, je vous ai répondu. Sur les catégories professionnelles, c'est une vraie question. Là, ce qu'il faut que j'arrive à comprendre, c'est quelle organisation vous avez mis en œuvre. Est-ce que c'est lisible pour tout le monde? Est-ce qu'on peut contrôler a posteriori aussi ce que vous avez mis en place? Voilà, en termes de catégories professionnelles et organisation du travail. Parce qu'il y a toujours deux principes, c'est que vous devez être très lisible et très transparent vis-à-vis de votre représentation du personnel, vis-à-vis des salariés pour qu'ils comprennent quelle organisation vous avez mis en place, et nous, après, si on faisait un contrôle a posteriori, qu'on puisse comprendre comment ça a été organisé. Si ça c'est lisible, ça pose plus de difficultés. Et c'est ça qui nous permettra de valider ou de ne pas valider l'accord. Merci. Bonsoir, je profite du micro pour à côté. Est-ce que vous pouvez parler davantage de tout ce qui est agroalimentaire et agroécologie? Vous avez abordé le sujet, vous n'avez pas trop le temps d'en parler dessus, mais je pense qu'il y a un axe de développement intéressant et on va en savoir un peu plus. Merci. Effectivement, concernant la transition agricole et alimentaire, d'une part, les principales mesures sont d'une part le plan protéines végétales, doté de 100 millions d'euros, l'objectif est de relocaliser l'alimentation des animaux d'élevage. En clair, il s'agit de doubler les surfaces en plantes riches en protéines sur le territoire français sur 2021 et 2022. Donc ça passe par des appels à projets avec des déclinaisons régionales. Donc ça, c'est le plan protéines. Deuxième aspect, c'est le plan de modernisation des abattoirs pour 130 millions d'euros, à la fois sur le renforcement des conditions en termes d'hygiène alimentaire, de bien-être animal, la modernisation des outils d'abattage. Ça sera sans doute un appel à projet national porté par France Agrimaire pour l'investissement. Et également pour l'élevage, le pacte biosécurité et bien-être animal de 100 millions d'euros. Également sur l'amplification du soutien aux projets alimentaires territoriaux. Donc ce sont des projets qui sont définis par les collectivités territoriales, portés par un département ou une communauté d'agglo, c'est le cas au Pays Basque, destinés à valoriser tout ce qui est circuit court. Et donc là, vous avez un soutien aux cantines scolaires pour effectivement l'approvisionnement en produits locaux, des jardins partagés, des piliers fraîcheurs qui sont à destination des publics fragilisés à partir de produits locaux, donc c'est à peu près 80 millions d'euros. Et vous avez également des plans d'anticipation, un fonds Avenir Bio, effectivement, le développement des productions bio, pour 60 millions d'euros, porté par là aussi France Agrimaire. Donc ce sont les principales mesures qui sont à destination du secteur agroalimentaire. Notamment le plan protéines végétales, soins alimentaires, le plan abattoir également. Vous avez également deux autres mesures qui sont d'une part l'aide à l'investissement des agriculteurs sur la protection face aux aléas climatiques. Il s'agit d'une aide à l'investissement pour doter les agriculteurs de dispositifs de protection, que ce soit les tours antigel, les filets par grêle, etc. Et enfin 200 millions sur la filière bois
donc le reboisement des forêts françaises. L'idée est de régénérer 45 000 hectares de forêt par l'abondement de fonds forêt pour lutter contre les scolites. Également un soutien à l'aval de la filière sur les entreprises et les débouchés. Voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect agroalimentaire. Merci. Bonjour Monsieur le Préfet, merci beaucoup de votre présentation et de l'engagement de toute l'équipe qu'on sent autour de vous. J'aimerais poser une question un peu prosaïque, qui est qu'en fait toute cette crise économique vient des restrictions qui sont imposées pour lutter contre la crise sanitaire, enfin contre les drames sanitaires. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, puisque c'est aussi votre responsabilité, sur l'évolution que vous prévoyez de ces restrictions à l'activité économique, et notamment sur la deuxième partie l'aggravation qu'on ressent de la deuxième vague, si vous voulez, du Covid, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a un pic qui est prévu, enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous dire si on va plutôt vers un assouplissement ou un durcissement pour les entreprises? Tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Aujourd'hui, on est en zone d'alerte. Donc le seuil supplémentaire, ça sera en zone d'alerte renforcée. Les indicateurs ne sont pas proches de ces seuils. Donc aujourd'hui, les mesures de restriction dans les prochaines semaines sont uniquement sur les rassemblements festifs, associatifs ou familiaux. Donc on ne va pas rajouter des mesures de restriction supplémentaires, hormis cette restriction définie pour le plan national. On aurait la possibilité de restreindre davantage. Aujourd'hui, ce n'est pas dans l'intention de perturber encore davantage la vie économique et sociale par des mesures de restriction supplémentaires, notamment des mesures de restriction au plan économique. L'objet, c'est la relance économique. Donc on essaye d'être assez cohérent dans notre démarche. On ne va pas rajouter des contraintes aux contraintes, elles sont déjà définies au plan national. Voilà, donc il n'y a pas de mesures envisagées. Si la semaine prochaine, effectivement, il y a une dégradation brutale des conditions sanitaires, bien sûr, on prendra les mesures adaptées, mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique-là, et surtout, on n'est pas dans cette démarche logique de rajouter des contraintes aux contraintes et de perturber encore davantage la vie économique et sociale en prenant chaque semaine, ou deux fois par semaine, des mesures nouvelles qui viennent s'additionner et qui créent de l'instabilité et créent de manque de visibilité, notamment pour les acteurs économiques. Donc on n'est pas... on est pour... En espérant que les indicateurs sanitaires nous accompagnent, on est plutôt dans une stabilisation de la situation. En tout cas, c'est notre volonté. Par contre, nous serons particulièrement féroces sur les gens qui ne respectent pas les règles. Pas de règles supplémentaires, mais les règles qui sont définies, notamment les règles en matière de mesures de distanciation, de port du masque quand c'est obligatoire, notamment dans les bars et les boissons. Là, nous prenons des mesures de fermeture et nous allons renforcer ces consignes. Voilà. Pas de règles supplémentaires, mais les règles qu'on doit appliquer, il faut tous les appliquer. Bonsoir, Madame Pajot, directrice d'une école privée hors contrat. Vous avez parlé ce soir dans le cadre du plan de relance de l'apprentissage. J'aurais souhaité savoir s'il y avait des aides particulières pour l'alternance également. Oui, contrat de professionnalisation, il y a des aides, les mêmes que celles de l'apprentissage. L'alternance, c'est soit l'apprentissage, soit les contrats de pro. Donc il y a des possibilités, sous réserve que vous n'êtes pas du secteur public, quoi. Il faut être du secteur non privé, droit privé ou EPCI pour bénéficier des aides à l'embauche. Mais c'est la notion d'alternance au sens large. Que je sois dans un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro.
Donc c'est possible, tout à fait. Bien. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, merci de votre participation, de votre écoute à cette réunion. Et puis, on reste en contact sur le plan de relance. Merci à vous. À une prochaine réunion.